Bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté par ADN. On va attendre quelques minutes et puis on démarrera la présentation. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer parce qu'en ce mois de juillet, je suis pas sûre que on aura énormément de participants. Au pire, les gens auront accès à l'enregistrement ou au PowerPoint. Donc bonjour à tous, je suis Aurélie Deriveau, je suis responsable du pôle qualité chez ADN. Aujourd'hui, ce webinaire va vous être présenté par Karine, que je laisserai se présenter tout à l'heure. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ADN, on est une société de services spécialisée dans la conformité des systèmes d'information. Donc justement, aujourd'hui, l'objectif, ça sera de voir comment on peut valider un ERP en milieu réglementé, que ce soit la pharma, l'EDM ou même le cosmétique. À quel moment on va devoir intégrer les différentes étapes de la validation pour qu'on soit le plus efficace possible, ou en tout cas que ça ait le plus de valeur possible pour la suite du projet. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, comme je disais, ADN, on est une société spécialisée dans la validation des systèmes informatisés, entre autres. Donc, on intervient sur tout ce qui est projet de validation. Bien sûr, on travaille conformément aux pratiques du GAMP 5. On est en capacité de mener des projets de validation aussi bien de façon historique que de façon dématérialisée, en suivant le cycle en V ou en suivant des processus plus agiles. Donc voilà, l'objectif, c'est pour nous, c'est vraiment voilà, d'aider les entreprises dans la conformité des systèmes de manière générale. Donc voilà pour cette présentation brève d'ADN et je vais laisser Karine se présenter et voilà, et vous présenter ce webinaire qu'elle a préparé. Merci à tous et très bon webinaire. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Karine Dartiès. J'ai rejoint ADN cette année et avant cela, j'ai passé plusieurs années comme consultante SAP où j'ai travaillé avec différents clients sur différents projets qui allaient du recueil du besoin jusqu'au déploiement, en passant par le support et la maintenance. Donc, j'ai vécu les projets de l'intérieur et j'ai vécu des projets qui se sont bien passés et d'autres un petit peu moins bien. Euh, Le but de ce webinaire aujourd'hui a trois objectifs que vous voyez à l'écran. Donc, tout d'abord, on va échanger sur le moment où, en pratique, on lance la VSI et pourquoi. On va regarder ce qui se passe vraiment sur le terrain, parce que c'est souvent le moment choisi, c'est pas vraiment choisi, il est plutôt subi. Ensuite, on verra concrètement quels sont les impacts si la validation démarre trop tard. On va le voir étape par étape avec des exemples réels. Et enfin, je vous donnerai une feuille de route expliquant quoi faire, dans quel ordre et à quel moment du projet.
Donc, pour ce faire, on va commencer par un rapide rappel sur les phases de l'ERP et les phases de la VSI. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en se demandant pourquoi la VSI démarre trop tard. On va en voir les conséquences scénario par scénario avec 3 scénarios de démarrage tardif. Enfin, on va voir ce qu'il faut faire dans l'idéal. Donc, je vais vous donner les bonnes pratiques pour intégrer la VSI au bon moment. Et enfin, on terminera avec quelques échecs réels d'entreprises dont la mise en place de leur projet ERP a déraillé. Donc, Voilà, tout au long de la présentation, on vous fera passer quelques sondages, donc merci d'y répondre. Donc là, le premier sondage, ça va être juste de savoir quel est votre rôle au sein de votre organisation. Donc normalement, vous avez une fenêtre Teams qui s'affiche à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc je vous remercie par avance pour vos réponses. Sachant qu'une fois que vous avez répondu au questionnaire, vous allez voir les réponses s'afficher. Donc merci à tous pour vos réponses. Donc là, comme vous le voyez, on est vraiment répartis de façon homogène entre la qualité des pharmaciens, ingénieurs validation et chefs de projet VSI. Donc vraiment les rôles principaux clés qui vont être présents dans un projet de validation. Merci à tous. Donc, pour commencer, on va poser les bases parce que tout le monde ici n'est pas nécessairement un spécialiste des ERP. Donc, l'ERP, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel central dans une entreprise. Il en existe de nombreux sur le marché. Je vous ai listé les principaux que l'on rencontre dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on va avoir SAP, Sage X3, Infor M3, Microsoft Dynamics. L'ERP va réunir dans une seule base toutes les données et les fonctions qui auparavant pouvaient être dans des outils séparés. Donc avant, chaque service avait son propre outil, un pour les achats, un pour les stocks, un pour la compta. Et l'ERP réunit tout ça dans une seule base de données partagée. Donc lorsque vous allez par exemple saisir une vente, le stock va se mettre à jour, la compta également, et on peut également déclencher un réappro automatique. Donc, il faut bien comprendre que tout est connecté, tout est lié. L'image la plus simple, ça va être celle d'un système nerveux. On peut dire que le RP, c'est le système nerveux de l'entreprise. Et changer de RP, c'est remplacer cet organe central pendant que l'entreprise continue de tourner. C'est pour ça que ces projets sont aussi sensibles. Et vous êtes dans un environnement réglementé. Donc l'ERP ne gère pas seulement des données commerciales, mais il va également supporter des données critiques GXP, comme par exemple la traçabilité des lots, la libération des produits, les données du contrôle qualité. Donc une erreur de configuration dans le système ou une donnée mal reprise, ce ne va pas être simplement un bug, ça peut devenir un problème réglementaire. Donc, je vais passer rapidement sur les phases que vous connaissez certainement, mais l'idée est que l'on ait tous le même vocabulaire, car la suite de la présentation va s'y raccrocher. Donc, sur la gauche, je vous présente les 7 phases d'un projet ERP. On commence par un cadrage. Durant la phase de cadrage, on va décider ce qu'on fait, avec qui on le fait, pour quel budget. Ensuite, durant la phase de conception, on va décrire exactement comment l'entreprise va travailler dans le nouvel outil. Et c'est durant cette phase que l'on va faire tous les choix structurants. Cette phase est très importante puisqu'elle va ensuite découler de toutes les autres étapes. Une fois que la conception est réalisée,
on passe à l'étape du build, durant laquelle on construit ce qu'on a décrit dans la phase précédente. C'est là qu'on va faire les paramétrages, les développements spécifiques si besoin, et que l'on va mettre l'outil en place. Une fois que l'outil est en place, on va passer à la phase de migration, qui consiste en un transfert des données de l'ancien ou des anciens outils dans le nouveau. Une fois que nous avons le système mis en place et des données, on va pouvoir passer à la phase de test et de recette. Donc, c'est la phase pendant laquelle on vérifie que le système répond exactement à ce qui a été décrit pendant la phase de conception et que tout se passe bien, que tout va bien. Et une fois que tout est vérifié, tout est testé et qu'on n'a plus d'anomalies, on va pouvoir passer à la phase de Go Live. On va former les utilisateurs et on va basculer en production. Donc, on peut dire que le projet est terminé, mais on rentre dans la phase de run qui va être l'exploitation. On va faire du support et on va également faire évoluer le système au fur et à mesure des besoins. Sur la droite, je vous ai mis les étapes du cycle en V que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais la logique est simple. Sur la gauche, vous avez une phase descendante qui est la phase de spécification et de planification. Et sur la branche montante, vous allez avoir la phase d'exécution et de validation. De vérification, pardon. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que ces deux cycles ne sont pas indépendants. Ils se répondent phase par phase. Et c'est exactement la question centrale de ce webinaire. À quel moment du projet ERP faut-il déclencher chaque phase de la VSI? Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, nous avons une deuxième question. Oui, donc là, c'est de savoir à quel moment vous, dans vos projets VSI, vous lancez, enfin dans vos projets ERP, si vous en avez en cours ou si vous en avez déjà réalisé, vous lancez la VSI. Et pour le coup, si jamais vous n'avez pas de projet VSI en cours ou que c'est un projet futur, vous pouvez mettre, selon vous, à quel moment on devrait lancer la VSI. Ok, donc là, on a 50% de réponses pour, où la VSI est lancée dès le cadrage, 17% en conception et 33% en build. Donc là, ça va être l'objet du webinaire aujourd'hui, hein. Donc Karine va vous expliquer quel va être l'impact positif ou négatif de lancer la VSI à chacune de ces phases. Je te laisse la main, Karine. Merci. Merci. Donc, on va voir pourquoi nous estimons que la VSI démarre souvent trop tard. Donc, il y a plusieurs raisons. Certaines sont défendables et d'autres un petit peu moins avouables. Parmi les raisons défendables, on a d'abord le fait qu'on veut éviter de valider une cible qui bouge encore. Si le périmètre fonctionnel n'est pas stabilisé, on se dit qu'on risque de devoir retravailler toute la documentation et c'est une vraie contrainte. On peut également avoir une incertitude budgétaire. Tant que le budget n'est pas confirmé, on n'est pas sûr qu'on va lancer le projet et on n'a pas envie d'engager des ressources de validation tant qu'on n'est pas sûr que le projet va se faire. Si on est en agile, la réalité de l'agile et du SaaS fait que la preuve doit se construire au plus près du build d'après le Gantt 5. Donc on peut se permettre aussi d'attendre un petit peu le build dans ces projets. Et enfin, on peut également avoir un souci de ressources. Les ressources VSI sont rares, donc si on est un peu limité, on va séquencer. Il y a également des raisons un peu moins avouables. Tout d'abord, la pression du business.
qui peut voir la validation comme un frein bureaucratique. Donc, il y aura tendance à essayer d'avancer le plus le projet pour ne pas se faire freiner par la validation. On peut également avoir une faible maturité VSI dans les équipes projet et la VSI est vue comme une case à cocher avant le Go Live. Donc, on n'intègre pas en amont. Et enfin, elle peut ne tout simplement pas avoir été planifiée. Donc, elle naît dans le planning de personnes, sous la responsabilité de personnes, et on la découvre au dernier moment. Avant d'analyser chaque scénario de démarrage tardif, j'aimerais juste vous apporter une précision. Quand on dit démarrer tôt, ça ne veut pas dire tout exécuter tôt. Ça veut dire poser le cadre tôt. Il faut bien faire la distinction entre la partie gouvernance, donc le plan de validation, les besoins utilisateurs, l'analyse de risque. Ça coûte peu et ça doit être posé dès le cadrage. Et l'exécution, quant à elle, donc les protocoles de vérification, les tests peuvent se faire naturellement plus tardivement et c'est tout à fait légitime. Donc, dans les 3 phases suivantes, quand je vais parler de démarrer la VSI, je veux parler de poser la gouvernance. Et nous allons voir les conséquences concrètes selon que la VSI démarre au build, à la reprise de données ou durant la phase de test et de recette. Premier scénario, on lance la VSI pendant le build. On peut trouver des avantages à lancer à cette étape. Donc, déjà, le périmètre est bien confirmé. Le budget également. On sait que le projet va se faire. On travaille sur des spécifications qui sont stabilisées. Donc, il y a moins de risques de retravailler. Ensuite, l'intégrateur commence à nous livrer quelques documents sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour faire notre validation. Et enfin, le démarrage à cette étape est complètement compatible et préconisé par le GAMP 5 si on est dans un contexte agile ou SAS. En revanche, il va y avoir des risques de commencer à cette étape. Tout d'abord, on va être dans plus, on va justifier ce qui a été prévu en conception et on n'est pas en train de prévenir, on est en train de justifier. Les choix structurants ont été décidés pendant la conception, donc ils sont figés. Ils sont figés et si une exigence GXP n'a pas été intégrée dans le design initial, on va avoir un écart, on va devoir repasser par l'étape du design, on va peut-être devoir reparamétrer certains points et on va peut-être impacter certains choix structurants qui ont été faits. On va être obligé de devoir faire des modifications dans l'urgence et on risque de rater des choses, on risque de rater des impacts. Et enfin, le système étant déjà décrit, on va avoir tendance à vouloir tester ce qui existe plutôt que de tester ce qui doit être maîtrisé. Et enfin, le dossier de validation peut être rédigé, mais il va donner une impression d'avoir été construit a posteriori, ce qui est tout à fait le cas. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si on commence la VSI pendant l'étape de build, on va valider l'existant, ce qui a été prévu, et on ne va pas vraiment valider ce dont on a besoin. Donc, on est vraiment dans la justification et plus dans la prévention.
Néanmoins, c'est le scénario le moins coûteux des 3 scénarios tardifs que je vais vous présenter. Il est encore récupérable, mais il va vous demander un effort documentaire significatif. Le deuxième scénario, on va commencer la VSI pendant l'étape de migration de données. Donc là aussi, peut y avoir des avantages. Donc le périmètre est quasiment figé. On va commencer à avoir des données réelles dans le système. Le système est quasi prêt. En revanche, le côté négatif, en plus de ce que je viens de vous présenter dans la slide précédente, on va devoir ajouter une nouvelle dimension critique qui va être celle de l'intégrité des données. En environnement GXP, quand vous migrez des données, vous allez migrer des historiques de l'eau, des données de traçabilité, des résultats de contrôle, et vous allez devoir prouver qu'elles sont complètes, exactes et intègres. C'est le principe de l'ALCOA. Si, en phase de conception, vous n'avez pas défini vos exigences de migration, il va être compliqué de justifier par une réponse documentée en cas d'inspection, de justifier que la migration a été correctement faite. Vous vous retrouvez dans un système où vous avez des données qui ont été migrées. Certaines ont été migrées, d'autres non. Peut-être de manière arbitraire et sans forcément tenir compte de la réglementation et sans qu'il y ait eu de stratégie de migration documentée. Donc il est important au moment de la conception de se poser des questions. Quelles données doit-on conserver? Quelles données n'a-t-on pas besoin de conserver? Quelles données vont être dans le nouveau système? Quelles données vont rester dans l'ancien? A-t-on besoin de conserver l'ancien système pour peut-être pouvoir sortir des rapports? Si toutes ces questions n'ont pas été abordées pendant la conception, vous risquez de vous retrouver pendant la phase de migration à vous retrouver avec des soucis sur potentiellement des lots qui ne sont pas accessibles avec l'ancien outil et sur des règles de mapping erronées. Donc les avantages deviennent marginaux. Et si vous commencez la VSI au moment de la migration, vous allez vous retrouver avec une dette réglementaire difficile à combler. Vous allez avoir besoin d'effectuer un travail supplémentaire pour retracer votre documentation. Et vous n'allez pas pouvoir prouver que les données ont été migrées correctement puisque vous n'avez pas eu de stratégie documentée de migration. Enfin, troisième scénario que je vais vous présenter, on va attendre la phase de test et de recette pour commencer la VSI. Donc là aussi, on peut y voir certains avantages. Le système est complet, il est stable, et on va valider exactement ce qui va être mis en production. De plus, on connaît les fonctions réellement critiques par l'usage, et on voit vraiment à quoi l'outil va ressembler. Mais comme tout à l'heure, hein, donc en plus des autres points négatifs que j'ai décrits tout à l'heure, donc là aussi vous allez être dans la rédaction du RS rédigé a posteriori. Dans la rédaction de risques, vous allez décrire les risques liés à l'outil et pas les risques que vous pourriez avoir. On va se rapprocher de la date du go live, donc la pression est maximum et vous risquez de faire des raccourcis documentaires pour essayer de tenir les délais. Vous allez rédiger vos protocoles de test en même temps que vous allez faire les tests et méthodologiquement, ceci est invalide. La recette est en cours.
certains cas ont déjà été joués. Et ce qui a déjà été fait ne va pas être réutilisable comme preuve de qualification. Donc, vous allez devoir tout retester avec des protocoles formels. Donc, il faut savoir qu'on pourrait mutualiser recettes et tests VSI, mais cela exige une préparation en amont et cette préparation n'a pas eu lieu. Donc, vous allez devoir repasser par la phase de test. Vous allez avoir une dette réglementaire et documentaire quasi impossible à combler, car vous avez toute la documentation à produire a posteriori, et vous êtes très très près de la date du go live. En inspection, vous allez pouvoir montrer un dossier formel, mais avec une traçabilité artificielle. Et dans le cas où vous allez trouver un problème critique, avec un écart dans la réglementation, vous allez rencontrer ce problème vraiment tardivement. Il va falloir repasser par l'étape de conception, retravailler le paramétrage, repasser la migration et repasser les tests. Et ceci va forcément vous entraîner, va avoir un impact sur le timing et vous allez avoir un gros risque de retard au go live ou même de démarrage dans un état GXP, dans un état non validé. Donc ça, c'est une conformité réglementaire majeure. Et c'est là que la VSI va apparaître comme un frein, puisqu'elle va bloquer la mise en production. Mais ce qui est normal, hein, puisque vous avez un retard critique. Donc voilà, ce scénario vous expose à une non-conformité et à un retard dans le go live de votre projet. Une petite question. De savoir si vous avez déjà rencontré des difficultés de conformité GXP sur des projets ERP. Et du coup, vous avez plusieurs options possibles. Donc, merci pour vos réponses. Donc, on a des projets ERP en cours, des personnes qui ont eu des problématiques avant Go Live, et puis des problématiques en audit ou en inspection. Merci beaucoup pour votre partage. Karine, je te laisse la main. Merci. Donc, on voit qu'on a eu tous des problèmes, tous déjà rencontré des difficultés. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Donc, quand commencer la VSI et quelles étapes faire à quel moment. Et pour illustrer ça, je vais prendre un flux concret que quasiment toute entreprise a, qui est la réception de matières premières. Donc, pendant la phase de cadrage, on va poser le plan de validation et l'analyse de criticité. C'est peu coûteux et ça va structurer toute la suite. Donc, dans notre exemple, on va uniquement dire, voilà, le flux réception de matières premières est un flux critique, alors qu'on va peut-être dire que le flux de relance des factures clients, bien qu'ils soient importants, car l'entreprise a besoin de trésorerie, mais il ne va pas être critique, en tout cas pour la validation, car il n'implique aucun risque pour le produit ou le patient. Pendant la phase de conception, donc je vous rappelle que c'est là où tout est décrit, y compris les choix structurants. Donc pendant la phase de conception, on va écrire les URS. Donc, on va rédiger les spécifications fonctionnelles et détaillées. On va effectuer l'analyse de risque. Et ce qui est souvent également oublié et dans les bonnes pratiques, ce qui devrait être fait, est également de rédiger les protocoles de test, ce qui va forcer à réfléchir aux tests, ce qu'il va falloir tester et va permettre d'affiner la conception. Si je reprends mon flux de réception de matières premières, durant la phase de conception, donc on va décrire toutes les URS associées à ce flux, les risques associés à ce flux,
Et on va définir la solution dans le RP qui va répondre à ces besoins. Donc, par exemple, on va peut-être dire il nous faut 3 statuts de stock pour les matières premières, le statut quarantaine, le statut approuvé, le statut rejeté. On va bien définir comment on passe d'un statut à un autre, quel est le flux, et on va également définir qui a le droit de faire passer une matière première du statut Q au statut A ou au statut R. On va également rédiger tous les tests à effectuer sur ces flux en fonction des risques. Donc, intégré dans cette phase de conception, la VSI va devenir un outil qui va vous permettre de faire de la prévention de risques et d'éviter de partir dans la mauvaise direction. Pendant l'étape de build, on va configurer l'outil avec les règles qui auront été définies. Donc, par exemple, on va paramétrer les différents statuts pour les stocks. On va paramétrer le fait que lorsqu'on rentre en réception, le stock va être automatiquement mis au statut Q. On va paramétrer par exemple le blocage qui va dire qu'un lot non libéré ne peut pas être consommé. Et on va rapprocher chaque paramétrage à notre exigence. Pendant la phase de migration, on va qualifier la reprise de données. Donc, on va vérifier que, par exemple, tous les stocks qui ont été repris de l'ancien système ont bien leurs statuts qui ont été conservés. On va s'assurer que la stratégie de migration a été respectée. Pendant la phase de test, on va exécuter les protocoles de test. Dans cette étape, on peut gagner un temps précieux si on a bien préparé en amont nos protocoles de test et notre plan de recette. On va pouvoir exécuter d'un côté les tests de validation et la recette en une seule étape. C'est-à-dire que là, par exemple, dans mon exemple, si je n'ai pas bien préparé mes protocoles, je vais devoir faire des réceptions pour m'assurer que le flux réception fonctionne bien dans le cadre de la recette métier. Et également, il va falloir que je refasse des réceptions pour m'assurer que côté validation, j'ai les bons statuts qualité. Si on prépare bien nos protocoles de test, on va pouvoir intégrer la recette utilisateur avec la validation et tester une fois à la place de 2. Donc, si on prépare bien ça, on peut tester et documenter une seule fois. Je ne dis pas que c'est facile, car ça nécessite une très bonne préparation en amont, mais c'est possible. Et enfin, une fois que toute la vérification est faite et que la recette métier est correcte, si tous les écarts critiques sont résolus, on va pouvoir passer par l'étape de Go Live. Et enfin, après, une fois que le Go Live est passé, on va être dans l'étape de Run, durant laquelle on va faire de la surveillance continue, et on va maintenir notre système à l'état validé à travers des change control et des revues périodiques. Donc, on comprend bien ici que la VSI n'est pas un chantier séparé que l'on fait après le projet ou en parallèle. On voit bien que chaque étape de la VSI est imbriquée dans une des étapes du projet ERP, du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc, dans cette slide, je vais vous donner 6 principes concrets pour bien intégrer la VSI au bon moment et surtout sans surcharge documentaire, mais avec le bon cadre posé dès le départ. Donc, tout d'abord, il vous faut une gouvernance dès le cadrage. Donc, le plan de validation, l'analyse de risque, catégorisation GAMP des modules doivent être faits dès l'étape de cadrage. Ça ne prend pas énormément de temps, mais ça force à se poser les bonnes questions avant que les choix structurants soient figés.
Il vous faut inscrire la VSI dans le planning projet et pas à côté. Il faut que les jalons soient partagés entre l'équipe VSI et l'équipe projet et que vous partagez les mêmes revues. Troisièmement, il vous faut rédiger l'ensemble des URS et des spécifications en même temps que la phase de conception. On doit vraiment, à la fin de la conception, avoir décrit correctement tout ce que le système doit faire et au regard de quelles exigences réglementaires il doit le faire. Enfin, il faut valider selon le risque. Donc ça, c'est l'esprit du GAMP 5. Il faut mettre l'effort là où c'est critique. On ne va pas tester un module de libération de l'eau de la même manière qu'on va tester le module de relance client. Donc l'analyse de risque doit être votre boussole pour effectuer votre validation. Il faut vraiment soigner l'intégrité des données. C'est souvent quelque chose qui est négligé. Les règles de mapping doivent être tracées. Les critères de migration doivent être rédigés et documentés. Et la stratégie d'archivage doit être bien définie. Et enfin, il faut bien préparer ces protocoles de test et son plan de retest métier afin de pouvoir mutualiser la recette utilisateur et les tests de vérification, afin de ne pas tester 2 fois dans le même système. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que démarrer tôt, ça ne veut pas dire documenter beaucoup. C'est la même documentation, c'est juste qu'elle est faite au bon moment. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce webinaire, ce serait que donc, changer de ERP ne sera jamais indolore, car ça touche à tous les processus métiers, toutes les données et l'organisation de l'entreprise. On ne peut pas rendre ce changement complètement indolore, ça serait vous mentir, mais par contre, on peut le rendre un petit peu moins douloureux. Ce qui fait la différence, c'est jamais l'outil, c'est les étapes, c'est la rigueur avec laquelle on va traverser toutes les étapes du projet. Et la VSI ne doit pas être vue comme un frein au projet, elle doit être surtout vue comme un filet de sécurité. Et un filet de sécurité, il faut l'installer avant qu'on en ait besoin et pas tendu en urgence lorsque l'on tombe. C'est pourquoi il faut que la VSI commence dès le début du projet. Et bien placée dans votre projet, elle va vous permettre d'éviter des accidents qui sont parfois très coûteux, comme par exemple un échec au Go Live. Il faut bien vous dire que les équipes qui l'intègrent tôt ne ralentissent pas leur projet, elles se protègent des retards et elles se protègent des catastrophes de fin de parcours. Et tout ce qu'on vient de voir n'est pas uniquement théorique. Je vous ai mis ici 6 slides sur, 6 cas réels sur cette slide d'entreprises très différentes, aussi bien par leur taille, par leur secteur, par leur nationalité. Je vais en développer 3. Donc toutes ces entreprises ont subi un échec durant leur mise en place de ERP. Donc la première que je vais vous présenter, ça va être Fox Meyer. C'était en 1996. C'est un distributeur pharmaceutique américain qui a perdu 5 milliards de chiffre d'affaires suite au déploiement de son ERP, car il avait défini un périmètre trop large, des délais irréalistes, une gouvernance absente, et le système avait été validé sur des volumes de tests et pas sur des volumes réels. Lors de la mise en prod, il n'a pas tenu et ce qui a provoqué donc une perte de 5 milliards et la faillite de l'entreprise. Ensuite, je vais vous parler de Jiffy, qui lui, pour le coup, n'est pas du tout une entreprise pharmaceutique, mais c'est l'exemple le plus récent que j'avais, et parce qu'il se passe en France également. Donc Jiffy est passé d'un ERP qui s'appelle ACE à un ERP qui s'appelle SAP.
Il a mal préparé sa bascule. Il n'a pas assez préparé ses utilisateurs. Et de plus, il y avait des problèmes dans la réalisation. Ce qui fait qu'ils ont eu des stocks désynchronisés. Ils ont un petit peu perdu leur stock, ce qui a provoqué des ruptures en magasin et donc forcément une baisse des ventes. Et pendant plusieurs mois, ils ont perdu de l'activité. Donc là, ce n'est pas un bug logiciel, hein, c'était vraiment la conduite du changement et tout ce qui avait été spécifique qui a mal été implémenté. Et enfin, je vous ai gardé le plus important pour la fin. Donc c'est le cas que je voulais vous montrer parce qu'il vous concerne directement. Donc c'est Stalergen. Stalergen qui est passé sur SAP S/4HANA et qui a mis en production malgré une validation VSI incomplète. Il y a eu donc en prod des erreurs dans la délivrance des médicaments qui n'étaient pas envoyés aux bons patients. Ce qui a provoqué une suspension de la production et de la distribution par l'Agence nationale du médicament et un rappel de tous les produits livrés. Ça a eu comme impact une baisse de chiffre d'affaires de 58% et une perte de 39 millions. Et ce cas illustre quelque chose d'essentiel, c'est que dans un environnement réglementé, la VSI ne va pas protéger uniquement votre projet de passage à l'ERP, ni votre entreprise. Elle va permettre également de protéger le patient. Et c'est pour ça que ce n'est pas une option. Et le point commun de toutes ces entreprises, ce n'est pas un problème logiciel, c'est toujours qu'une des étapes dans le projet ERP a été négligée. Donc pour finir, une dernière petite question. Question donc de savoir quel est votre plus grand défi dans vos projets ERP, notamment sur la VSI. Si vous n'avez pas de projet ERP pardon, en cours, vous pouvez le transposer sur un autre gros projet, hein, que ce soit un LIMS, une base de pharmacovigilance, ça ira très bien aussi. Et là, on se retrouve vraiment avec les résultats, enfin, en tout cas que nous, en tant que consultants, on retrouve souvent dans les entreprises, qui vont être les deux points principaux, hein, c'est le manque de ressources. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Et puis, bon, heureusement, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et la difficulté à convaincre les parties prenantes, que ce soit la direction ou les chefs de projet. Donc, encore une fois, la VSI qui est vue potentiellement comme un frein ou comme une difficulté et non comme un apport qui pourrait amener à la réussite du projet. Et on a un petit pourcentage sur le manque de méthode, d'outillage adapté ou sur tout ce qui est pression du planning du go live qui est trop court. Ça aussi, c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Et Karine, je te redonne la main. Merci Aurélie. Donc voilà, on arrive vraiment au bout de ce webinaire. Donc les 3 idées à emporter avec vous aujourd'hui seront les suivantes. Voilà, donc la VSI s'imbrique vraiment dans le projet ERP du début à la fin et elle ne s'ajoute pas après ou en parallèle. Vous l'aurez compris, plus vous allez poser le cadre tôt, plus vous allez partir dans la bonne direction. Donc, il faut poser le cadre tôt et exécuter les vérifications au bon moment. On n'est pas obligé de faire tout en même temps pendant la même phase du projet ERP. La validation ne doit pas être subie, bien intégrée. Elle devient le filet de sécurité pour le projet. Et rappelez-vous bien que en cas de problème, les échecs ne sont pas dus au logiciel,
mais au manque de méthode, à la négligence d'une ou deux étapes. Euh, et, euh, et plus vous allez être rigoureux dans le cadrage et dans la conception, et moins vous aurez de risques de vous retrouver avec des soucis en fin de parcours. Et voilà. Et j'ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Pardon, c'était un peu assuré de mon côté. Je ne sais pas si ça Ah, l'était pour tout le monde. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Ah, on me dit juste que Karine, que c'était très clair. Donc, merci je vous en- Karine. Donc, je vais vous refaire juste un petit rappel sur notre société ADN. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans tous vos projets de conformité GXP, surtout les systèmes confondus. Aujourd'hui, on a Karine avec nous qui est vraiment une spécialiste SAP puisqu'elle a travaillé historiquement voilà, sur plein de RP, notamment SAP ou autres et que du coup, elle nous a rejoint aussi pour travailler sur les projets de validation. Mais on a dans nos équipes ADN des experts du LIMS, des bases de données de pharmacovigilance, des spécialistes des IQMS. Donc voilà, ce qu'on essaye d'apporter chez ADN, c'est vraiment la vision qualité réglementaire de la VSI, c'est-à-dire des personnes qui ont une double compétence, aussi bien sur les méthodologies VSI, qui connaissent le GAMP5, le 21 CFR par 11, les méthodologies de validation, le CSA de la FDA si besoin, et toute la réglementation en vigueur, mais qui ont aussi une connaissance métier de l'outil, parce qu'on s'est rendu compte que notamment sur les gros projets comme SAP, avoir une connaissance et une vision de l'outil était importante, était aussi là pour vous aider à mener à bien ces projets. On intervient aussi bien sur des validations initiales que sur tout ce qui est la gestion des changements, les revues périodiques de vos systèmes. On fait aussi des formations VSI, Data Integrity. Euh, on propose aussi, s'il y a besoin d'un accompagnement, tout ce qui est mise en œuvre de validation dématérialisée. Donc avec divers outils, voilà, ce sur quoi on est spécialiste est la suite Atlassian, mais bien sûr, on est capable de dématérialiser la validation sur tous les outils disponibles. Chez ADN, donc on a des experts de la validation, mais on a aussi des experts techniques qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est infrastructure, gestion du cloud et gestion de l'outillage. Donc voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas, soit s'il y en a qui vous viennent maintenant, de les mettre dans le chat, soit on reste à votre disposition par mail. Donc là, vous avez l'email de Philippe Baron, qui est le dirigeant d'ADN, ou vous avez ici mon adresse mail et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de mettre un point si vous avez des besoins ou des attentes particulières concernant nos prestations. Merci encore une fois, Karine. Merci pour ta Merci à présentation tous. et merci à tous. S'il n'y a pas plus de questions, bah, je pense on peut s'arrêter là. Et bah, merci beaucoup pour votre attention et très belle journée, fin de semaine à vous.